Vous regardez France 24 et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le bilan ne cesse de s'alourdir dans l'État d'Éthiopie du Sud. Au moins 229 personnes sont mortes dans un glissement de terrain après de fortes pluies. Les opérations de secours se poursuivent. Les familles de 2 responsables du FNDC guinéen portent plainte pour disparition forcée contre le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte. Fonike Mengue et Mamadou Biloba, arrêtés le 9 juillet dernier, n'ont pas réapparu depuis. Nous recevons sur le plateau l'un des avocats de la famille. Les manifestations anti-corruption au Kenya se propagent vers les pays voisins. En Ouganda, les forces de l'ordre ont bloqué la grande marche vers le Parlement organisée par des leaders de la jeunesse. Le bilan est encore provisoire et il est déjà lourd. Plus de 200 personnes ont péri dans un glissement de terrain survenu ce lundi dans l'État régional d'Éthiopie du Sud, dans le district de Gezegofa. La catastrophe est survenue après de fortes pluies dans une zone difficile d'accès. Les opérations de secours se poursuivent. Explication de Laurent Berstécher. Rassemblés sur les lieux du drame, une foule impuissante observe les secouristes continuer les recherches et déterrer les corps. Un travail acharné réalisé au péril de leur vie. Un peu plus tôt dans la journée, les habitants venus en aide aux sinistrés ont tous été ensevelis par un deuxième glissement de terrain. Initialement, 3 familles ont été enterrées par une coulée de boue. Le bilan reste provisoire, mais le nombre de décès a énormément augmenté après le deuxième glissement de terrain qui a piégé ceux qui étaient venus aider. Plus de 200 personnes ont perdu la vie. Un bilan qui risque de s'alourdir, mais qui fait déjà du double glissement de terrain l'un des désastres les plus meurtriers de l'histoire du pays. Cette région reculée du sud de l'Éthiopie est régulièrement touchée par des pluies diluviennes qui font chaque année des milliers de déplacés. La Guinée à présent, 2 responsables du mouvement citoyen, le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, ont été arrêtés le 9 juillet. Une plainte pour disparition forcée a été déposée en France par les familles de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba. Une plainte contre le chef de la junte au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya. L'un des avocats de la famille, Vincent Brengart, est avec nous sur le plateau. Bonsoir, maître. Alors tout de suite, première question. Avez-vous des nouvelles d'Oumar Silla, plus connu sous l'appellation de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba? Malheureusement, nous restons sans nouvelles d'eux depuis maintenant le 9 juillet. Il y a évidemment 2 ou 3 informations qui peuvent circuler, mais il est extrêmement difficile de pouvoir en obtenir la confirmation, parce qu'on sait aussi que la junte peut être en capacité de diffuser des informations, de pure désinformation, précisément pour pouvoir alimenter le mépris dans lequel aujourd'hui elle se trouve à l'égard des demandes que nous faisons. Alors pourquoi avoir déposé une plainte en France pour une affaire qui concerne finalement la Guinée ? L'ensemble des éléments que nous avons aujourd'hui démontrent qu'ils ont été enlevés par les forces spéciales et par les forces du GIGN. Ça se déduit aussi bien des témoignages des personnes qui ont pu assister à leur arrestation que du témoignage de la 3e personne qui a été arrêtée, qui est Mohamed Sissé. Par conséquent, vous avez un enlèvement qui est opéré par des forces qui sont des forces étatiques et qui, par conséquent, caractérisent le chef de disparition forcée qui tombe sous le coup de la loi pénale. Et c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez véritablement un déni de la part des autorités qui refusent de reconnaître leur responsabilité dans cette arrestation à partir du moment où pourtant vous avez un ensemble de témoignages qui permettent de se convaincre du fait que vous avez des forces spéciales qui sont directement intervenues. Donc c'est pour ça que vous avez une caractérisation de la disparition forcée. Ce qui fonde aujourd'hui la compétence des juridictions françaises, c'est le faisceau d'éléments qui montre que Mamadi Doumbouya a la nationalité française. En tout cas, ce sont les éléments qui ont été portés à notre connaissance. Ensuite, on sait aussi que les juridictions françaises peuvent être compétentes en vertu du principe qui est lié à la compétence universelle et qui est valable notamment dans les cas de crimes les plus graves, dont celui de la disparition forcée. Et puis, comme vous l'avez dit, le procureur général a lui nié toute arrestation. Il a nié toute arrestation, mais ça ne résiste pas un instant à l'ensemble des éléments aujourd'hui que nous avons sur le fait qu'il y a bien eu l'intervention des forces spéciales, il y a bien eu l'intervention du GIGN, et je pense que c'est véritablement en fait une communication qui ne vient qu'accroître l'angoisse des familles, parce que la question que tout le monde se pose à l'issue de cette prise de parole de la part du procureur général, c'est de se demander en fait où sont-ils détenus, dans quel état
sont-ils? Et ça soulève véritablement des interrogations qui sont autant de préoccupations qui amènent aujourd'hui la nécessité que des investigations puissent être faites le plus rapidement possible et surtout que les autorités guinéennes entendent les demandes qui leur sont formulées, à savoir de libérer immédiatement ces 2 activistes. Est-ce que vous pensez que la France fera suite à votre plainte? Moi, je pense que la France fera suite à notre plainte parce que, encore une fois, vous avez un ensemble d'éléments qui permettent de montrer que Mamadi Doumbouya est nationalité française. Vous avez potentiellement également des personnes de nationalité française qui ont pu intervenir, qui peuvent être mises en cause ou apporter leur témoignage. Et face à des faits d'une telle gravité, ils ne peuvent pas rester impunis. Et il était impensable qu'on se tourne vers les juridictions guinéennes compte tenu du manque d'indépendance sur des questions aussi politiques, sur des questions aussi sensibles. Si aujourd'hui les juridictions françaises n'interviennent pas, eh bien ça créera véritablement une difficulté pour pouvoir obtenir justice. Bien évidemment, d'autres initiatives sont en cours, mais nous avons bon espoir qu'une enquête préliminaire puisse être diligentée. Justement, vous pouvez parler d'autres démarches qui ont été entreprises? Nous avons véritablement entrepris toutes les démarches qui sont aujourd'hui en notre position, même si d'autres initiatives sont actuellement en cours de réflexion. Nous avons notamment écrit une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander de se rapprocher de son homologue pour obtenir toutes les explications sur l'endroit où aujourd'hui se trouvent ces 2 activistes. Je pense qu'il le doit conformément aux liens aujourd'hui qui existent entre la Guinée et la France. Nous avons également écrit au procureur de la Cour pénale internationale pour lui dire que malheureusement, ça rentre dans le prolongement de ce que nous avons déjà dénoncé, parce que vous aviez une dérive qui est une dérive dictatoriale, qui est à l'œuvre déjà maintenant depuis plusieurs mois. Je rappelle que les ONG documentent 47 morts depuis l'arrivée de la junte au pouvoir, dans le cadre de la répression de manifestations. On sait aussi que vous avez des médias indépendants qui ont été fermés. Donc véritablement, vous avez par gradation, par degré, un ensemble de mesures de rétrécissement des libertés collectives et d'ailleurs aussi la liberté de manifester, des libertés individuelles et aujourd'hui l'enlèvement de ces 2 activistes et pour lequel encore une fois nous exprimons nos plus vives inquiétudes et pour lequel nous redemandons de façon extrêmement solennelle, de façon extrêmement ferme à ce qu'ils puissent être mis en liberté et je vous le dis avec beaucoup de conviction, nous irons jusqu'au bout de toutes les démarches que nous pourrons accomplir. Est-ce que vous avez eu une réponse du président français Emmanuel Macron? Nous n'avons pas eu, à ce stade, pas obtenu de réponse, mais nous l'avions déjà saisi par le passé, notamment sur les questions de partenariat militaire avec le Guinée, et nous avions obtenu une réponse. Donc nous avons espoir de pouvoir en recevoir une, au regard, encore une fois, de la gravité des faits, et au regard aussi du fait que, encore une fois, il existe un lien entre la Guinée et la France, et que, en vertu de ces relations diplomatiques, eh bien, ce serait le minimum au regard des graves atteintes occasionnées aux libertés fondamentales des activistes en cause, qu'il y ait un minimum d'explications qui soit aujourd'hui apporté, parce que tout le monde est dans l'attente de ces explications. Merci beaucoup, Maître Vincent Brengart. Merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Au Mali, à présent, lundi, plutôt studieux, les autorités traditionnelles et les confessions religieuses de Bamako ont travaillé avec la commission de rédaction d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Alors, plusieurs dizaines de partis politiques ont boycotté cette rencontre pour réclamer encore une fois la libération de 11 opposants emprisonnés. Les détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel. En ouvrant les travaux de la rencontre avec les partis politiques, le président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a expliqué que le projet avait pour objectif de réconcilier les Maliens, de parler des problèmes de paix, de sécurité, du vivre ensemble sur tout le territoire national. Il a ensuite affirmé que le rôle des partis politiques est prépondérant dans cette démarche de rédaction d'une charte pour la paix. Et coup de théâtre, dans la salle, le représentant de plusieurs dizaines de partis politiques a pris la parole et a lu un communiqué pour expliquer que leur place n'est pas là, tant que 11 opposants seront arrêtés. 11 places vides de cette salle méritaient d'être occupées par leurs occupants légitimes pour que cette assemblée fût auguste. Travaillez avec nous pour qu'ils nous rejoignent dans la tâche ardue de la réconciliation des cœurs et des esprits dont notre pays a tant besoin. Vous voulez parler de réconciliation nationale? Eh bien, comment comptez-vous réussir cette titanesque œuvre d'utilité publique avec tant de vos concitoyens en exil, persécutés pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent? Autre absent de taille, les ex-rebelles
de la région du nord-est du Mali, de la région de Kidal. Ils n'ont pas assisté à la rencontre. Ils estiment que ce n'est pas une rencontre pour faire la paix, la réconciliation nationale, et rappellent qu'au moment où se tient cette rencontre, sans eux, il y a des exactions sur le territoire national, des actions, disent-ils, contre les populations civiles. Et direction à présent le Niger, au moins 15 soldats ont été tués ce lundi lors de combats dans la zone de Terra, près du Burkina Faso. Un communiqué du ministère de la Défense fait état d'un accrochage entre une unité des forces de défense et des groupes armés terroristes sur l'axe Bankilare-Terra, aux abords du village de Foneko. 3 soldats sont également portés disparus. Au Kenya, des centaines de personnes ont continué à manifester malgré l'interdiction. Dans le centre d'affaires de Nairobi, des magasins sont restés fermés. Des policiers lourdement armés ont été déployés sur les routes menant à l'aéroport et au moins 5 manifestants ont été arrêtés. En dehors de la capitale, dans la ville côtière de Mombasa, la police a également tiré des gaz lacrymogènes sur des dizaines de manifestants rassemblés dans le centre-ville. Le Kenya est secoué depuis plus d'un mois par des rassemblements de jeunes qui ont fait au moins 50 morts. Et pas très loin, en Ouganda, la capitale Kampala a été bloquée toute la journée par les forces de l'ordre. La grande marche vers le Parlement avait été annoncée la semaine dernière par des leaders de la jeunesse, mais déclarée illégale par la police. De petits groupes de manifestants ont finalement été arrêtés. Précision dans la région de Clément-Diroma. Ce mardi, de petits groupes de jeunes manifestants ont tenté d'organiser une marche anti-corruption vers le Parlement ougandais à Kampala. Les forces de l'ordre, incluant des militaires et des policiers en civil, se sont mobilisés par au moins plusieurs centaines pour bloquer le centre-ville et empêcher les rassemblements. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. De nombreux Ougandais ont renoncé à se déplacer, craignant les violences policières. Fin 2020, au moins 54 personnes ont été tuées lors de manifestations. Cette année, les jeunes organisateurs inspirés par le mouvement kényan accusent la classe politique de corruption et demandent la démission de la présidente du Parlement impliquée dans plusieurs affaires de détournement de fonds. Les manifestants souhaitent également réduire le nombre de parlementaires, actuellement plus de 500 dans l'hémicycle, et réclament des audits de leur style de vie jugé trop luxueux. Les parlementaires reprenaient justement leurs activités ce mardi après une pause estivale. Plusieurs députés ont demandé à ce que les manifestations soient autorisées. Des figures de l'opposition, dont Bobi Wine, n'étaient cependant pas présentes à cette marche. 3 députés de son parti ont été arrêtés la veille de la manifestation et sont toujours détenus. Et voilà, c'est la fin. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. L'information continue sur France 24. France 24, l'économie au quotidien. Liberté, égalité, actualité.